Depuis toujours, je suis fasciné par l'idée du portrait, de la monographie, et je dirais même dans un processus photographique, c'est-à-dire vraiment le processus de révélation. Alors je suis fasciné par le portrait, et je suis fasciné par le portrait d'artiste. Parce que pour moi, c'est comme rêver à l'intérieur d'un rêve. Malgré le sujet, puisque c'est un réalisateur qui est en train d'abord de perdre la vue, le virus fait des ravages à tous les endroits, il a des problèmes de peau, mais il y a quelque chose qui est vraiment un traumatisme ultime pour lui, qui est plasticien, cinéaste, c'est la perte de la vue, d'abord la vue périphérique, et puis la notion des couleurs. Et c'est un cinéaste qui s'est vraiment intéressé justement aux couleurs. Et ce qui est vraiment, qui est comme une leçon de vie finalement, c'est que face à ce drame, face à cet effondrement, il va donc décider d'écrire une biographie, une tentative de biographie par la couleur. La couleur, c'est à la fois quelque chose qui nous concerne tous, et on a tous un rapport singulier avec la couleur. Personne ne voit le même vert, personne ne voit le même rouge. Et si on rajoute à ça l'aspect culturel, c'est-à-dire que le blanc au Japon est un signe de deuil, alors qu'en Occident c'est le noir. Enfin, donc on est à la fois, c'est quelque chose qu'on partage tous, et en même temps on a tous une façon d'écrire sa propre histoire avec la couleur. Ce qui était intéressant, c'était de ne pas imposer la couleur, et c'est ce qu'il fait d'ailleurs dans Chroma. Le titre premier, c'était Couleur aveugle. Et c'est de donner la possibilité aux gens de convoquer leurs propres couleurs, leurs propres expériences et leurs propres souvenirs. Voilà. Et par le verbe, et pas par l'image. L'idée première, c'est de mettre de la couleur partout, de signifier, de travailler en rouge, sur le rouge. Et puis, petit à petit, et j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout, mais j'avais presque envie de faire un spectacle visuellement noir et blanc, pour que la couleur soit uniquement convoquée par l'imaginaire du spectateur, pour pas empiéter en fait sur voilà, sur leur propre sensibilité, univers. La question, qui était déjà contenue hein, à la fois dans sa vie à lui et dans son écriture, mais c'était comment résister à quelque chose qui pouvait nous amener à un endroit de morbidité, où c'est un face-à-face avec la mort, mais qui tire justement toute son énergie une sorte de force vitale voilà, de la dernière course. Et il y avait aussi cette idée que chaque spectateur, qu'il ait la possibilité de convoquer ses propres fantômes. Au tout début du projet, j'avais travaillé dessus depuis 2 ans, j'étais prêt à mettre en scène, à travailler, à écrire Chroma, et j'ai perdu quelqu'un de très proche, et je me suis rendu compte que j'avais pas du tout la distance suffisante pour pouvoir être fidèle à la pensée, à l'énergie de Jarman, en fait. Le risque, c'était que ça ne me concerne, que ça ne concerne que mon deuil, alors que
Chez Jarman, il y a cette forme de générosité où le récit n'est jamais ramené uniquement à sa personne, mais il trouve toujours des endroits pour que ça parle à chacun voilà, une universalité par rapport à ces histoires de vie et de disparition. Quand tu es confronté avec un personnage comme Derek Jarman, avec bon, cette érudition, cette élégance de vie, y compris dans sa façon de traverser cette maladie, comment il a réussi, comme on dit, à transformer les boules noires en fumée blanche, et comment il a transcendé et fait quelque chose d'ouvert, quelque chose qui aide à vivre, alors que lui-même est voilà, en lutte quotidienne avec la maladie. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui se transmet dans un rapport à la vie, à la lutte, au désir, puisque c'est clair que chez Jarman, son œuvre, enfin le cœur même de son œuvre, c'est le désir, et pas uniquement le rapport sexuel ou sensuel, c'est le désir de l'autre. On ne peut que vivre si on fait l'expérience de l'altérité. Et bon, on n'a pas besoin de chercher des liens forcément, mais c'est bien ce qu'on est en train de... On se rend compte de ça, quoi. C'est-à-dire que quand on est privé de l'autre, eh bien on se fane, quoi. On rétrécit à l'intérieur. C'est vrai que on peut avoir des inquiétudes sur voilà, sur le rapport au spectacle vivant. Est-ce que les gens, après ces 2 ans d'isolement, vont avoir l'appétit de ça, de cette expérience qui est unique en plus, parce qu'il n'y a pas d'équivalent. Et quand je vois hier l'appétit, cet appétit-là intact des gens qui avaient une telle joie, une telle volonté de pouvoir être en interaction, en dialogue avec des acteurs en chair, avec de la peau, de la présence des êtres, bon, je me dis, ouais, l'histoire, c'est pas perdu, quoi. On a encore. Il faut encore espérer, oui. L'épidémie du sida n'a pas empêché les gens de se séduire, de faire l'amour, d'être dans... Ouais, de se sentir vivant, d'avoir besoin... parce qu'il y a pire que la peur, il y a le renoncement. On avait déjà en tête l'idée que, c'est presque une forme de dramaturgie simplifiée, mais que le pari était gagné si à la fin du spectacle, les gens avaient envie de danser, de continuer l'histoire dans leur vie. Donc on a travaillé à 2 moments sur le spectacle sur la persistance rétinienne, c'est-à-dire ce qui reste de l'image ou de la couleur au moment où tout disparaît. Ce moment ultime où l'image n'est plus là, mais ton cerveau continue à créer de la perception. Voilà. Cette seconde-là, en fait, pour moi, c'est parce qu'on quitte le monde du visible pour l'intégrer et le recréer. Donc
c'est pas une couleur en soi, c'est plus une forme d'adieu, mais joyeux. Le son de la pluie sur un toit en tôle. Encore une fois, est-ce qu'on n'est pas obligé d'être confronté à la pluie pour pouvoir avoir une image mentale de l'expérience, quoi, de faire résonner comme ça dans sa propre chambre noire par une sensation, un son, comment ça génère de l'image intérieure. C'est pas un mot, mais il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans le spectacle, dans l'écriture. Hein. Enfin, c'est à un moment, Jarman s'adresse à Sainte Rita, la patronne des causes désespérées, et il lui demande, il lui adresse une prière pour être libéré de l'image. Cette idée que finalement l'image en soi est presque une prison nécessaire, mais quand on s'en libère, il y a une autre forme de récit qui peut avoir lieu. C'est au moment où l'image cesse d'être une image qu'elle devient de la poésie pure, peut-être.